Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Barreau, la rubrique dans laquelle on va à la rencontre de personnalités, d'étudiants, mais aussi des personnes qui ont un parcours assez inspirant et qui vont nous apprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être reçu par quelqu'un qui a fait beaucoup dans le monde associatif, qui a beaucoup donné et qui, j'espère, aujourd'hui va nous donner beaucoup aussi, que ce soit en termes d'expérience et en termes de conseils. J'ai le privilège de recevoir Madame Alice. Alice, bonjour. Bonjour Amadou. Brièvement, je sais que c'est difficile de présenter quelqu'un, mais de Caille en Algérie, d'Algérie en France, que ce soit dans le parcours associatif, dans les cursus universitaires, je pense que pas mal de diplômes tu en as. On va en parler, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi pour te titiller là-dessus. Si tu dois te définir en quelques mots, c'est qui Alice? Alors, tout d'abord, Amadou, je tiens à te remercier de me recevoir. C'est un plaisir pour moi et j'espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. Ce sera le cas. Alors, qui je suis? Alors, à l'état civil, je suis Aïssata Kone. Je suis née à Caille. J'ai grandi à Caille. J'ai fait la plupart de mes études à Caille. Bon, le lycée et tout ce qui va avec. Le cursus classique. Le cursus classique. Ensuite, après le baccalauréat, voilà, je me suis envolée pour l'Algérie, pour les études universitaires. De là, je suis retournée au Mali pour une année. Ensuite, voilà, comme un oiseau, je me suis envolée encore pour la France, où je suis actuellement, toujours dans le cadre des études. D'accord. Quand je dis présentation, voilà qu'on a le nom complet, on a un peu une idée d'où tu viens. Enfin, ton enfance à Caille, t'as quel souvenir? Comment est-ce que tu vois ça? Quand tu essaies de te remémorer, ça te donne quoi comme souvenir? Je pense que c'était une enfance classique, hein. C'était bien, c'était tranquille avec la famille et tout. C'était surtout tranquille parce que de temps à autre, je partais à la capitale pour les grandes vacances. Je partais jusqu'à Mopti aussi pour voir ma grand-mère, paix à son âme. Et franchement, je trouvais la vie à Caille tranquille, hein, loin du brouhaha, de tout ce qui... Ouais, c'est ça au fait, parce que le cocon familial, c'est quelque chose de Ouais. très important dans la vie. Je pense que j'ai même fait une vidéo là-dessus, le rôle et la place du parent dans la vie même de l'enfant. Parce que quand tu as une enfance assez stable et que tu as les parents à côté de toi, ça te donne ce lot émotionnel qui te permet d'être stable, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face dans la vie. Maintenant, pour rebondir, tu as fait beaucoup de voyages, mais je vais rebondir sur autre chose. Moi, quand je t'ai connu, tu m'as dit que c'était dans le monde associatif, chose que moi, j'avais même presque oublié. Mais quand j'ai dit cette phrase ou ce petit paragraphe, ce petit passage, je cite, nouvelle année, nouveau défi, nouvelle rencontre, nouvel horizon, ça te renvoie à quoi? Que ce soit le pays où tu te trouvais, l'année même où ça a été écrit et surtout, ce qui m'intéresse ici, et c'est là où je vais focaliser la question, c'était quoi ton mindset quand tu écris ça? Alors ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que je me souviens que j'ai écrit ça quand j'étais en Algérie. Okay. Je pense que c'était à ma deuxième année en 2019. L'année où on commence vraiment à quitter la passivité. C'est ça. Et enfin, quand j'écrivais ça sur mon statut WhatsApp, j'étais vraiment dans l'état d'esprit de l'aventurière. Je découvre le monde, Oui. Je m'ouvre au monde. C'est ça, exactement. Parce que je suis quelqu'un, j'aime l'aventure, j'aime voyager, j'aime aller à la rencontre des personnes. Parce que je me dis que chaque personne a quelque chose à nous apprendre. C'est important. Chaque personne, c'est une connaissance, c'est une expérience. Et c'est dommage de passer à côté, en fait. C'est ça même le contexte de cette rubrique podcast. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il est temps souvent qu'on se pose, qu'on se calme et qu'on arrête de bavarder, qu'on écoute les autres. Parce que tout ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait dans cette vie. Et je pense pour résumer ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est Idriss Aberkan qui disait, je cite, si l'univers est une bibliothèque, chaque individu en soi est un livre.
pourquoi ne pas ouvrir les gens et les lire, quoi? Comme tu l'as dit, apprendre de leur expérience et tout ce qui va avec. Ouais. Et la question sur laquelle j'ai envie de rebondir, ce n'est même pas une question. Tu as dit que tu aimes voyager, tu aimes découvrir, tu aimes t'ouvrir au monde. Mhm. Alors là, tu intègres le Parlement des enfants à 13 ans. Pourquoi et surtout comment? 13 ans, c'est quand même assez tôt. Oui, c'est assez tôt. Enfin, Déjà, on va poser le contexte. C'est quoi le Parlement des enfants? Pour ceux qui ok. ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Parlement des enfants, c'est une tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. C'est-à-dire que ce Parlement existe dans toutes les régions du Mali. Et dans chaque région, on a des bureaux régionaux. Et ensuite, on a un bureau national au niveau de la capitale. Alors, le but même du Parlement, enfin, c'est de donner la voix aux enfants de s'exprimer. C'est donner l'opportunité aux enfants de défendre eux-mêmes leurs droits. Ah, d'accord. Oui. Parce que, faut le reconnaître, le Mali, c'est un pays par excellence qui a signé et ratifié beaucoup de conventions qui protègent les enfants, mais dans l'application, on est... C'est autre chose. oui. On se voit même, j'ai appris il y a pas mal de temps que le Mali a initié beaucoup de choses. Sur le papier, c'est beau, mais dans la pratique, comme tu viens de le dire, Ouais. c'est regrettable, quoi. C'est beaucoup regrettable et c'est ainsi qu'en 1996, si je ne m'abuse, le Parlement a été institué par décret du Premier ministre, donc par décret ministériel. Ok. Et voilà, et depuis lors, ça continue en fait. Donc, c'est un peu ça le Parlement, c'est permettre aux enfants de s'exprimer, de plaider leur cause eux-mêmes. Voilà. D'être On acteur de sa propre situation. voilà, d'être acteur de sa propre situation, d'être au centre euh, De l'action, on va de dire. l'action, ouais, on peut le dire. Alors, comment je l'intègre? Voilà, en ce moment, j'étais au second cycle. Euh, si je ne m'abuse, j'étais en 9e année, oui. Ah, l'année du DF. Oui, l'année du DF. Et c'est comme ça que un jour, ma directrice, paix à son âme, m'appelle dans son bureau. Elle me fait part voilà, d'une réunion qui aura lieu à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il faut savoir que c'est cette direction ou ce ministère qui est notre tutelle. Voilà, nous sommes sous la tutelle du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et elle me dit, tu dois te rendre à telle adresse, il y a une réunion et on va t'expliquer. On devait faire un choix et on nous a demandé l'un de nos meilleurs élèves. Et moi, j'avais le choix entre toi et un autre parce qu'on était deux en ce moment. J'avais le choix entre toi et Amadou. Ouais, il s'appelle Amadou, comme toi. Par hasard. Oui. Et c'est toi que je choisis parce que tu es une femme et je sais que tu en as les capacités. Et c'est comme ça que je me rends à la dite réunion et c'est comme ça que je découvre le Parlement et c'est comme ça que je rentre. Bon, quand je vois les gens dire étudier, ça sert à rien, jeter vos diplômes. Dans tout ce que tu fais, sois le meilleur. C'est ça. Peut-être ça paye pas maintenant, peut-être les résultats tardent à venir, mais tu aurais été parmi enfin, on va pas dire les cancres, c'est un gros mot, mais voilà. C'est parce que tu avais une certaine note, tu avais une certaine notoriété au sein de ton école qui t'a valu ça. C'est Et ça. quand tu me dis tu dois aller, je me dis on t'a même pas laissé le choix en fait. Oui. T'étais le profil qui convenait, t'as même pas postulé, on te dit ben, on te fait confiance, on sait que tu peux y arriver, donc vas-y. Et tu penses qu'ils regrettent ça aujourd'hui? L'école, tes parents, toi-même déjà? Non, pas du tout. En aucun point parce que, enfin, le Parlement, ça fait partie de moi en fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps à mes cadets, parlementaire un jour, parlementaire toujours. Ah, c'est le slogan ou c'est ton slogan? C'est mon slogan. Ah, ok. On met son slogan dans le slogan de... Ok, donc pas de souci. Donc, maintenant, quand tu me parles du Parlement, tu as posé le contexte, tu nous as dit un peu comment est-ce que toi tu l'as intégré. Maintenant, ton évolution au sein de cette structure, est-ce que c'était une évolution
ascendante ou est-ce qu'il y a eu des bémols, des fois où, comme dans toute structure, je sais qu'il y a des difficultés et tout. Mais comment est-ce que toi, tu as évolué au fait? Alors, au sein du Parlement, c'est allé très vite parce que déjà, au premier renouvellement, c'est-à-dire ma première fois au Parlement, quand j'avais 13 ans, j'ai été élue deuxième vice-présidente Directement. directement. On était 30 là-bas. On était 30 enfants. J'ai été élue deuxième vice-présidente. Et il faut savoir que le Parlement, c'est un mandat de 2 ans. Voilà. Donc, chaque mandat, t'as 2 ans en fait. Et du coup, le premier mandat, j'étais deuxième vice-présidente. Et le second mandat, bah, j'ai été élue présidente. Moi, j'aimerais qu'on fasse quand même une pause. Tu es au DF. Tu as à peine 13 ans. Enfin, je sais pas, l'âge pour moi, c'est un chiffre. Et je pense que c'est Kylian qui disait un truc du genre. Soit tu sais jouer, tu viens sur le terrain, tu joues comme un pro, soit tu la fermes, tu restes sur le banc. On est quand même avec des enfants dans une structure, enfin, reconnue nationalement. C'est comme, vous êtes des députés en fait. Parce que vous avez vos structures régionales, et après, il y a, je sais pas, un événement, une rencontre nationale, des enfants qui, enfin, au DF, on n'est pas enfants, mais quand même, il y a ce sang où, comment est-ce que je vais dire ça? Cette, toute cette dynamique juvénile qui est là. Donc, aller à la capitale, parler même pour des adultes aujourd'hui, faire des rencontres, des réunions, c'est difficile de prendre la parole en public, mais vous, à votre âge, enfin, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, indépendamment du cursus et de ton évolution? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous prenez la parole en public, au fait? Alors, je pense que chacun avait sa petite expérience, mais si je devais parler de moi personnellement, faut savoir que de base, moi, je n'étais pas une enfant timide. Ok, Voilà, extra, voilà. direct. J'étais, voilà. Toujours au front, il y a quelque chose, je me lève, je le dis, je C'est cache quoi. c'est ça. À la maison, je m'exprimais beaucoup. À l'école, pareil. Je me souviens que les gens disaient que je parlais beaucoup. Heureusement que tu n'as pas été avocate. Il y en a même qui disaient que j'allais être journaliste. Journaliste ou avocate, généralement, c'est. Quoique, à un moment donné au Mali, On failli bon, flasher. bref, on va y revenir peut-être. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, donc, du coup, je me sentais bien au Parlement. Mais Tu étais à la bonne place. j'étais à la bonne place. Mais comme pour toute chose, pour moi, je devais d'abord connaître c'est quoi le Parlement. Parce que, voilà, mine de rien, je viens de t'expliquer comment j'ai adhéré au Parlement. Et je ne savais pas c'était quoi réellement le Parlement, c'était quoi les visions, les missions. Euh, du coup, j'ai pris le temps de me former. La formation est très importante. Ah, vous avez des formations à l'intérieur? Oui. Okay. Ah bah, pour défendre nos droits, tu Oui, imagines parce bien. qu'il faut s'informer, c'est bien, mais C'est ça. s'il y a des formations, c'est important aussi. On nous formait sur le droit des enfants, on nous formait sur la prise de parole, on nous formait sur comment diriger, sur le leadership, sur comment diriger une équipe. Enfin, on avait des tuteurs, voilà. Chaque bureau avait ce qu'on appelait un encadrant. Voilà, c'était un personnel soit de la direction régionale de la promotion des enfants et de la famille, ou soit du ministère au niveau national. Donc, on avait toujours un encadrant. Moi, j'étais vraiment dans les activités, dans les voyages, parce qu'avec le Parlement, oui, avec le Parlement, on voyage beaucoup. Et la jeune chambre aussi, il y a beaucoup de voyages, mais en ce moment-là, moi, je ne voyageais pas, en fait. J'avais fait le choix de ne pas voyager. Sinon, ça allait être la goutte d'eau. Ouais, je ne pouvais pas tout faire. Mais heureusement, quand même, ils ont été compréhensifs, parce que même le club de l'UNESCO, il y a pas mal d'opportunités. Donc, en fait, toutes les questions de timing et d'organisation, si je comprends bien. C'est ça. Donc, et surtout ton bac finalement. Alors, finalement, j'ai eu le bac avec mention assez bien, chose que je voulais C'est pas. pas mal. Ouais, mais c'était. On peut toujours faire plus. À un moment, il faut être indulgent avec toi-même. Je me disais que le pire, j'allais avoir mention bien, mais. Ah ouais? Oui, ça c'était le pire. Le pire? Oui. Le pire scénario? Oui. Mais aujourd'hui, avec tes recul, tu te dis, avec toute l'expérience que tu as acquise, est-ce que le A c'est bien? Quelque part, c'était pas ta destinée? Oui.
Parce que je suis sûre que si j'avais eu très bien, je serais jamais passée par l'Algérie. Sauf que l'Algérie, ça a appris beaucoup de choses. L'Algérie, comme j'aime le dire, c'était une formation à part. À part, parce que c'est ce que les gens oublient souvent. Moi, ayant fait ce pays aussi, là, on parle de racisme et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'on sera aligné sur ça. L'être humain, c'est toi, c'est ton éducation, c'est ton pays, c'est ton éducation de base. Et les gens te verront toujours en fonction de comment tu te vends. S'ils voient que tu es quelqu'un de dépravé, tu es quelqu'un qui n'est pas aligné avec toi-même, ben, t'inquiète pas. Le langage non-verbal parle plus que tout ce que tu dis, hein. Et maintenant, j'ai envie de poser la question suivante. Maintenant, après le bac, tu postules comme tout le monde, hein, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais quel était, voilà, ton plan pour les études supérieures? S'il y avait un plan, je suis sûr qu'il y en avait, mais bon, pour le bien du podcast, je vais quand même poser la question. Il y avait un plan, deux, Oui. trois? Il y avait des plans. Ok. Oui. Déjà, c'est plus de deux, parce qu'il y a, c'est un article indéfini, il y a des, mais je suis sûr qu'elles vont nous dire juste quelques-uns, mais bon, on va écouter, on verra ce que ça va nous donner. Alors, il faut savoir de base, moi, depuis toute petite, je me voyais aux États-Unis après le bac. Ok. Oui, j'ai toujours été une personne ambitieuse, donc voilà. S'il y a un mot qui doit la décrire, je pense ambition, c'est bien placé. Oui. Et du coup, vu que d'après les résultats du bac, je voyais qu'il fallait un peu redescendre. Voilà. Fallait retourner à la réalité en fait. Donc, les États-Unis, c'était plus possible, la France non plus, parce que voilà. Je suis bien, très bien pour faire le concours d'excellence, je pense. C'est ça. Et j'avais tout, hein. J'avais tout depuis le commencement du cursus. C'est juste le baccalauréat qui a tout fait. Ça fait mal quand même, hein. Oui, franchement, j'ai eu mal parce que j'ai vu mes promotionnaires au camp d'excellence. Ça fait quelque chose. Des gens avec qui j'ai fait le DEF. Et je les ai vus au camp d'excellence. J'ai dit, j'aurais pu être là, en fait, avec eux. Oui, mais bon. Voilà. Le destin a décidé autrement. Non, après, c'est ça, c'est une grande leçon de la vie, souvent, parce que lui, il sait et toi, tu ne sais pas. Tu fais toutes les causes, tous les efforts possibles. Après, le résultat que tu veux n'y est pas. Et sur l'instant T, tu ne comprends pas. Mais ça aussi, c'est une sagesse. Oui. Et je pense que ce n'est que la foi, parce que même toutes les informations, toutes les explications qu'on te donnera, peut-être si ça vient d'une personne que tu estimes, tu vas l'écouter. Mais en soi, ça va pas te convaincre. Et ce n'est que ta foi. Je suis sûr qu'on est aligné là-dessus. Oui. Voilà, c'est ta foi qui va te permettre de franchir cette étape. Et après 2 ans, 3 ans, tu te dis finalement, ah ouais, c'est pour ça que je n'ai pas eu telle chose. Mais ce que j'ai maintenant, je pense que je ne le changerai pour rien au monde. Donc, franchement, je te suis. Quand tu as parlé des États-Unis et de la France qui ne marchaient pas, finalement, c'était... Oui. Pourquoi parler de la Tunisie et le Maroc, ça ne te parlait pas? Si, raison pour laquelle j'ai déposé mes dossiers dans ces 3 pays maghrébins. Et voilà, c'était à l'État de faire son choix, hein. Enfin, voilà. Son boulot, entre guillemets. Son boulot, voilà. On sait un peu comment ça se passe, malheureusement, mais c'est triste, mais c'est la réalité. Et du coup, bon, moi, j'étais à Caille, donc moi, j'ai juste voyagé sur Bamako juste pour déposer mes dossiers. Et j'avais un tonton qui suivait le dossier pour moi. Déjà, je lui fais un coucou parce que voilà. Mais c'est bien d'avoir des tontons comme ça qui te poussent, qui te challenge et qui t'accompagnent. Franchement, si je dois parler de lui, on va pas en finir. Donc du coup, ok, on lui fait juste merci, voilà. Et du coup, lui, il s'est chargé de la suivi du dossier et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'avais 3 plans. Le plan A, c'était... Ok. Non, les USA, c'était plus dans le plan, en fait. Ah, d'accord. Oui. Donc, après les USA, il y avait 3 plans. Oui. Okay. Il y avait 3 plans. Le premier plan, c'était soit le Maroc ou l'Algérie. D'accord. Le deuxième plan, c'était l'ENTP. J'avais fait un concours pour être un concours de génie minier, c'est ça, oui. C'était pour la mine. Bon,
les gens vont comprendre Les parce que Kaysiens et la mine. voilà, les Kaysiens et la mine en fait. Ok, ça c'est expliqué là. Et le troisième plan, c'était la pharmacie. Ayant fait la science exacte, Ah ouais, vous avez une possibilité. oui, Faire j'avais la médecine. possibilité de faire la pharmacie. Donc c'était ça en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est clair. Donc c'est important. Moi, je me reconnais parce que j'ai l'impression aujourd'hui les gens veulent des choses, mais ils prennent vraiment pas le temps de se poser un plan, de s'organiser, au fait, de se projeter, j'ai envie de dire. Par rapport à ceux qui ont dit Miracle Morning, je pense ils vont s'y reconnaître, mais ça c'est autre chose, partie libre, on en viendra. Maintenant, tu as parlé de pharmacie et tout. Les baptiseurs blancs, ça t'évoque quoi? Ouais, parce que je pense même quand tu as été ou quand tu as commencé à postuler pour l'université, tout ce qui est groupement associatif, ça t'a toujours suivi. Donc, si tu peux nous en dire deux, trois mots, ce sera avec plaisir. Alors, les bâtisseurs, je fais leur rencontre au CENO, si je ne m'abuse. J'étais partie régler quelques frais. Et vu que... Ah oui, pour l'inscription. Oui, pour l'inscription. Voilà, vu que j'avais passé le concours de l'UNTP et tout ça, donc fallait que je continue l'inscription et tout ça. Et j'étais un peu perdue au milieu de toute la foule, voilà. Il y avait beaucoup de monde, j'étais pas habituée à ça et je savais même pas par où commencer. Donc, il y avait un membre voilà, de l'état-major, parce que je pense que c'est comme ça ils se définissent. Bon, bref, État-major. de bâtisseurs. Ah, mais c'est une structure quand même, hein. On parle d'état-major et tout ce qui va avec. Ouais. Et donc, du coup, lui m'a approché. De base, il pensait que, parce que eux, ils étaient là pour un peu faire du repérage, en fait. Aider les nouveaux. Recruter, tout ce qui va avec. Oui, aider les nouveaux à s'inscrire et ensuite leur inciter à rejoindre leur La groupe. sororité, Voilà. tout ce qui va avec. Et Ah, tout la ça. vie des campus. Et donc, c'est comme ça, il pensait que moi, j'allais soit m'inscrire en médecine ou en pharmacie. Donc, il m'a approché et tout ça. Ah bah, je lui ai dit que non, aucun des deux. Et il me dit, bon, ok, c'est pas grave, mais en tout cas, je vais t'aider. Donc, il m'a orienté et tout ça. Et ça, je l'ai apprécié. Et c'est comme ça que, voilà, je suis rentrée en contact avec les bâtisseurs. La sincérité, au fait, là. C'est ce que je dis souvent. Les gens veulent toujours prendre, mais ne prennent jamais le recul et de se dire, attends, je donne d'abord. Je me sacrifie d'abord. J'aide l'autre d'abord. Parce que j'ai tendance à dire aux gens, il est bien de donner à qui demande, mais pour moi, il est meilleur de donner à qui ne demande rien. Parce que les vrais nécessiteux, c'est pas ceux qui sont là. Après, c'est triste, c'est la triste réalité de nos pays. Et je dis pas qu'ils sont pas dans le besoin. C'est pas ce que je dis. J'aimerais vraiment comprendre le temps d'écouter ce que je dis et de ne pas juste l'entendre. Quelqu'un qui est vraiment dans le besoin préfère garder sa dignité, faire du peu qu'il peut se faire pour améliorer son quotidien, mais n'est pas là tout le temps, être là, à tendre la main, à quémander à gauche, à droite, parce que quelque part, ça te diminue. Peut-être c'est moi en fonction de mon éducation, en fonction de mon parcours, mais même aujourd'hui, dans les bureaux, c'est ce qu'on constate. Il y a des mendiants partout. Tu vois quelqu'un en costume cravate, mais dès que la personne ouvre sa bouche, son estime, voilà, ça chute au fait. Donc moi, je me dis, quelque part, le monsieur, il a quand même pris le temps de dire, ok, je veux que tu sois ceci pour nous. Et je pense que toi aussi, tu as la gâchette facile de dire non. Quelqu'un qui quand même veut te recruter et tu sais pas où ça va te mener, mais peut-être aussi tu voulais apprendre un break dans ta vie associative. C'est peut-être ça. Je me voyais pas intégrer les bâtisseurs tout simplement parce que moi j'ai toujours eu peur Ah ouais. des trucs de l'AM, des trucs comme ça. Oui. Ok. Est-ce que tu bon. as... J'ai ma réponse. Voilà. Donc je suis pas trop à l'aise avec ça et du coup je me suis dit que non. J'ai plutôt voulu prendre le côté qui m'intéressait en fait. Savoir aider les gens, les accompagner. C'est-à-dire l'accompagnement, la formation toujours, parce qu'il faisait des cours d'initiation à la pharmacie et à la médecine. Et je partais sur les cours d'initiation à la pharmacie, clairement. Et c'est sur ce côté-là que j'ai voulu me focaliser. Parce que voilà, c'est dans ça que je me reconnais, la formation. Et maintenant, tout ce qui est mouvement, autre, les élections et tout ça, j'étais pas trop dans ça. D'accord. Mais toutefois, tu as quand même, quelque part, si je peux me permettre, refusé
l'offre de l'INTP, je pense, École normale d'enseignement technique et professionnel, parce que tu disais que la finalité c'était d'enseigner, mais bon, je sais pas si tu veux en parler ou pas, le choix te revient en 2 mots, quoi. Oui, mais enfin, j'ai passé le concours, j'ai eu le Oh, tu l'as concours. quand même passé Oui, et oui, tu l'as eu, oui. mais Mais je pense que le soir où mon cousin est venu m'annoncer, parce que mon cousin était là-bas, il est venu m'annoncer que j'ai eu le concours. Un jour avant, j'avais eu la réponse de l'Algérie. ok, c'est bon. Voilà, donc le choix était vite Ça, fait. ça a été vite. D'accord, ok. Avant quand même de basculer sur ton cursus en Algérie, comment un peu ça s'est passé? Parce que là, tu viens de nous dire que tu as été informé, il y avait un choix à faire. Tu as quand fait le choix de t'envoler, comme tu aimes voyager, tu aimes découvrir. Hmm. Tu vas t'envoler vers l'Algérie. Est-ce que tu as, en quelques mots ou en une phrase, une petite conclusion pour ce parti cursus, c'est-à-dire de CAI, Parlement, vie associative, ton mandat même, parce que je pense que tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup appris. Est-ce que tu as tiré tout? Cette première partie. Franchement, je dirais que ma vie associative m'a préparé à affronter ma vie estudiantine en Algérie. J'étais déjà formée. J'étais déjà formée à l'humain, à la gestion de l'humain, à vivre en C'est communauté. le plus compliqué. Oui. Franchement, j'y étais déjà préparée. Et du coup, ça m'a facilité beaucoup de choses dans la suite, notamment en Algérie. Et je ne vais jamais regretter cette partie de ma vie parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est important d'être aligné quand même. Oui. En tout cas, merci Alice pour ce retour. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit partout où je suis passé. Les gens disent j'ai pas assez de temps, il y a ceci, il y a cela. Tant que tu n'arrêtes pas de te plaindre, en fait, les opportunités ne vont pas s'ouvrir à toi. Et comme tu l'as dit, la gestion de l'humain, c'est la chose la plus compliquée que nous aurons dans nos cursus. Tu peux apprendre à faire les maths, tu peux apprendre à, je sais pas quoi, avoir tous les masters du monde possible. Si tu n'apprends pas le facteur leadership, si tu n'apprends pas à manager les hommes, je dis pas que tu ne feras pas grand chose, mais tu feras difficilement les choses. Donc, c'est la première partie quand même. Ce serait un plaisir de pouvoir continuer sur ton cursus en Algérie, voir toutes les péripéties que tu as vécues. En tout cas, on te dit merci et on se dit à très bientôt pour la deuxième partie de ton cursus. Merci à toi, Amadou.